Jean-Claude Gouanou est un jeune Ivoirien de 30 ans passionné de technologie. Célibataire et sans enfant, il est issu d'une famille de 6 enfants. C'est en 2006, à l'âge de 16 ans, qu'il rejoint sa mère en Allemagne pour continuer ses études. Il y fait son cycle secondaire et universitaire. Doté d'un bac scientifique et titulaire d'un bachelor en sciences de l'ingénierie, il fait également une formation en aéronautique et automatisation. Après 14 ans en Europe et ayant observé les différences entre ce continent et l'Afrique, il décide aujourd'hui de rentrer dans son pays d'origine pour faire valoir ses talents. Il veut créer la première usine de design paramétrique en Afrique. Recevons-le sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Aunin. La bio-express d'un jeune inventeur ivoirien avec une ambition, elle l'a dit, stratosphérique. Avant de vous donner les détails, de découvrir son récit de vie, voici la question de ce jour. Connaissez-vous des inventeurs ivoiriens? Avec Chris Paternassemian, on vous écoute. Chris Paternassemian, c'est votre opinion. Et salut Jean-Michel, très bon début de semaine et à tous et à toutes. La création du savoir à travers la science permet aujourd'hui de relever de nombreux défis au plan économique, social et environnemental. Dans cette logique, de nombreux jeunes ivoiriens se distinguent dans le domaine de l'innovation et des technologies nouvelles. Connaissez-vous des inventeurs ivoiriens? Votre opinion nous intéresse. Ivoiriens, non. Mais je sais qu'il y a des Ivoiriens qui sont très talentueux, qui sont là, qui ont besoin d'être aidés. Mais il faut dire qu'il ne faut pas rester assis là, parce que quand tu ne fais rien, ton talent, ça dort. Sinon, j'en connais, je sais qu'il y a des Africains, je crois au Ghana ou au Gabon, un Africain qui a créé une machine à piler photo. Je connais deux, mais les noms, là, je ne retiens pas les noms. Sinon, il y a un qui a inventé un téléphone qu'on met dans l'eau pour les enfants, voilà, à l'école. Même quand il dit dans l'eau, il veut dire quoi? L'enfant peut porter le téléphone, et il pleut. La pluie le mouille comme les enfants maternels, etc. Donc, il a inventé ça pour que lorsque l'eau touche, ça ne se gâte pas. Et aussi, il y a vu un aussi qui a fait un lit électronique. Une année, il y a un jeune homme qui a fait une découverte. Qui utilisait, c'est pas la peau d'orange pour fabriquer, c'est pas si c'est du gasoil ou bien de voilà quelque chose comme ça. Les Ivoiriens aiment consommer, effectivement. Jusque-là, on n'a pas encore créé, comme exemple le Ghana, qui est en train d'innover, qui crée beaucoup présentement. Parce que j'ai été au Ghana, je vois qu'eux, ils sont en train de se développer. Oui, mais c'est la plupart, c'est les Blancs qui inventent les choses. Les téléphones, les montres, les voitures. On doit avoir la fierté de créer pour nous-mêmes. Comme le disait un sage, là où se trouve une volonté, il existe toujours un chemin. À vous le studio. Voilà, nous nous permettons de contredire l'une des passantes qui disait que jusque-là, on n'a pas encore créé. Bien sûr que si, il y a eu énormément de créations ici en Côte d'Ivoire. Il y a une très belle galerie de jeunes inventeurs qui font des choses formidables, d'ailleurs, que vous pouvez découvrir chaque semaine avec Aloussen depuis quelques années maintenant. Et puis, il y en a bien d'autres qui vont arriver aussi. Et d'ailleurs, même qu'on n'a pas encore reçu sur ce plateau dans le processus. Allez, notre inventeur à nous, c'est Dr Philo, oui. Un inventeur un peu particulier qui va, après l'opinion de nos chers amis. Oui, on va arriver à vous, ne vous inquiétez pas. Nous allons prendre votre opinion, Dr Philo. Le thème du jour, selon Dr Philo. C'est dommage, nullement, même dans ce micro-trottoir, personne n'a cité mon nom. C'est dommage, quelqu'un. On invente chaque fois, Donc, moi, j'ai dit ici la semaine dernière, je suis passé, je crois, j'ai dit que j'ai inventé un comprimé. C'est-à-dire quand tu fais prendre ça à ta femme, elle ne peut même plus te demander de l'argent. Ça, c'est de l'invention, mais les gens n'ont pas... Oui. Et puis, c'était à la veille des fêtes, ça a rasé. Ceux qui sont là à mon cabinet ont vu l'expérience. Donc, sa femme lui a demandé un cadeau. Donc, voilà, de l'argent et tout ça. Là. Donc, c'est des inventions. Et puis, c'est l'Afrique. Moi, c'est mon jeune frère, je suis fier de lui. L'Afrique, c'est la globalisation. C'est paramétrique ou bien par quoi là design paramétrique, là. Quand vous allez dans les grands halls, on voit ce genre de choses. Moi, je ne peux pas penser qu'un jeune Africain faisait ça. Souvent, quand on voit, on pense que ça quitte chez les Blancs. Oh, nous-mêmes, nos fils, là, c'est lui qui est assis là, qui fait ce genre de boulot. Et c'est à féliciter. Voilà, et je ne suis pas surpris. Il faut oser. Et puis, c'est une autre dimension de la vie, c'est la globalisation, c'est l'évolution. C'est paramétrique.
Mais c'est lui la hauteur, sinon les différents des parachutes. Parachute, lui, quand il tombe, mais lui, il reste en hauteur. Il est paramétré en hauteur. Et félicitations, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. C'est bon. Je ne suis pas surpris de son talent parce que rien qu'à attendre son élément tout à l'heure, son nom même, quelque chose là, c'est un Yacouba. Et les Yacouba, on sait que c'est de grands inventeurs. Les ponts de liane sont là, on sait. Ouais, mon frère, les masques en hauteur, c'est nous qui les avons créés. Donc tu es un jeune, tu es dans l'élan même, dans la dynamique même de la création, de la créativité, de l'innovation. Moi, je voudrais te saluer, mais ce que je vais te dire, une chose, c'est entre nous Yacouba. Donc je vais aller vers vous pour vous dire ça à Yacouba. D'accord. Non, pardon, s'il vous plaît, on est en famille. Doit que de création, de que, comme on doit ce que, pas noir de, doit que, un bon mois, doit que toi. Tu as compris? Je suis en train de lui dire de faire très attention. Bon, franchement, ça c'était un monde paranormal. On va revenir à la réalité avec la véritable définition du terme design paramétrique. Il a compris, avec vous, Doyen Kassi. Bon, voilà, on va retenir tout simplement que la conception paramétrique est un mode de fonctionnement des logiciels de conception assistés par ordinateur actuel. Alors, le design paramétrique est une approche innovante du design numérique. Elle permet de générer des formes à géométrie complexe à partir de l'exploitation d'une grande quantité de données, tout simplement. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Jean-Claude Gouanour, exact. Vous étiez en classe de 4e lorsque vous avez quitté la Côte d'Ivoire pour l'Allemagne, histoire d'y poursuivre vos études. Dites-nous un peu, de façon générale, pour résumer, le genre de formation que vous avez pris dans ce pays. Bon, d'abord, quand je suis arrivé en Allemagne, voilà, j'avais l'âge de 16 ans, j'étais quand même un peu, disons, désorienté. En Allemagne, c'est quand même tout est nouveau et tout. Et après, il y a la langue qui est là, j'ai essayé de faire le bac. Et après le bac, je suis allé au Luxembourg, où j'ai fait ma formation en ingénierie. Et pendant cette formation-là, j'ai quand même beaucoup bougé. Je suis allé voir ailleurs d'autres formations, comment ça fonctionne. En fait, j'ai fait par exemple 6 mois à Liège, en Belgique. Et après, quand j'ai bouclé, je suis retourné en Allemagne, à Berlin, où j'ai fait des formations supplémentaires. Voilà, c'est un peu ça. Là-bas, c'est une formation en ingénierie mécanique? Ouais, c'était plus c'était un peu spécialisé, aéronautique, automatisation. Voilà. Et il y a aussi un volet de formation autodidacte dans votre parcours. Pendant quelques années, vous avez appris pas mal de choses, vous avez acquis des savoirs ici et là. Dans quel domaine particulièrement? Bon, disons dans plusieurs domaines, pas seulement dans les domaines, parce que quand je suis... Citez-nous quelques-uns. Par exemple, dans la microélectronique, par exemple. On parle de microprocesseurs et tout, j'ai ça sur le plateau, je ne sais pas si je dois forcément montrer. Bon, on va en revenir tout à l'heure. Et quoi d'autre? On y est, hein, on y est. Ouais. Et quoi d'autre? Non, on va revenir tout à l'heure. Par exemple, l'informatique, par exemple, est un peu spécialisée sur comme ça, comment diriger une machine, c'est-à-dire, parce que quand on parle d'informatique, en majeur, on parle de site internet, je ne sais pas quoi, mais là, on parle de vraiment la communication entre l'ordinateur et la machine, en fait. Et ce genre, en fait, il y a plein, je peux en citer. La pensée et la machine. Voilà, parce que comme je disais tantôt, mon objectif, c'était de revenir en Afrique et de participer massivement au développement de l'Afrique, commençant par la Côte d'Ivoire. Et voilà comme... Ça, c'est l'ambition finale. Voilà, ça, il y a un chemin. Et pourquoi c'était important pour vous de vous faire former tout seul à la maison, à travers Internet, des livres, des bouquins spécialisés? Parce que... Au-delà de la formation de base. Voilà, parce que comme je voulais revenir en Afrique, et en Afrique, je connais un peu le terrain, je sais comment ça fonctionne ici. Et la formation que je suivais là-bas n'allait pas suffire. Ça n'allait pas suffire, au fait. Parce que quand je reviens en Afrique, je vais dans un système isolé. Parce qu'en Europe, par exemple, il y a plusieurs entreprises qui travaillent ensemble et tout. Il y a plusieurs disciplines et là. Et ça n'existe pas ici. Par exemple, quand je parle de la microélectronique, je parle vraiment je rentre vraiment dans les détails, au fait. Et ce genre de trucs-là, ça n'existe pas ici. Et si tu n'as pas ces connaissances-là que tu viens, tu seras toujours dépendant. En fait, des entreprises sont locutées, etc. Ça va revenir encore cher et tout. Et voilà. Et j'ai vu que ça n'allait pas suffire, en gros. Et en parallèle, j'ai commencé je me formais en fait en parallèle. J'ai fait un truc un peu comme un petit centre de recherche où, quand je rentrais, d'un coup, je m'asseyais et je me formais dans ces différents domaines en fait, qui vont m'être utiles ici. D'accord. En tout cas, nous sommes très admiratifs de cette soif du savoir, de cette envie d'enrichir ses connaissances, cette polyvalence. C'est très bien. Comment avez-vous découvert cette discipline dont il est question aujourd'hui dans l'émission, à savoir le design paramétrique?
Bon, déjà, pour comprendre ça, faut que j'aille un peu dans l'histoire. Le truc, quand je suis arrivé en Allemagne, en fait, j'étais choqué de la différence entre l'Europe et l'Afrique. On voit ça, bien vrai qu'on voit la culture, mais quand tu es là-bas, toi, mais quand tu vis ça, c'est quand même choquant. Et donc, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais pourquoi sont-ils avancés? En fait, qu'est-ce qui se passe? Je ne crois pas qu'ils sont plus intelligents que nous. Donc, toutes ces questions-là, en fait, au fur et à mesure, quand je les ai côtoyés, je suis allé avec eux à l'école et tout, je vois que ce n'était pas vrai. Donc, voilà, donc, après, je réfléchissais maintenant, je me disais, comment procéder pour arriver à ce stade-là? Et c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches. Ça a quand même pris 7 ans pour quand même être sûr que ce système que j'ai mis en place, en fait, va fonctionner. Et c'est là que je suis revenu. Je reviens maintenant à la question, le design paramétrique, c'est parce que mon objectif principal, c'est de créer un centre de recherche de haute technologie. D'accord, mais avant ça, comment vous découvrez le design paramétrique? Pourquoi vous y intéressez? Voilà, j'en viens. Donc, quand on parle de design, le quotidien en Europe, vous voyez, il y a de belles choses. Quand je viens en Côte d'Ivoire, par exemple, bien vrai que les menuisiers, ils font quand même des travaux à solliciter. Mais comme c'est à la main, ils sont limités. Ça prend du temps et c'est pas vraiment beau. On voit qu'il y a de l'imperfection. En fait. Donc, du coup, comme je veux changer au fait, le quotidien des Ivoiriens et des Africains en général, changer le quotidien, quand on voit ce genre de belles choses, par exemple, il ne faudrait pas que ce soit seulement en Europe qu'on les voit. Donc, je me suis dit, pour financer le centre de recherche, ça demande beaucoup de sous. Donc, pour financer ce centre de recherche-là, il faut que je crée d'abord une entreprise qui va, l'usine en question, qui va maintenant m'aider à financer maintenant ce centre de recherche. Par exemple, on fait la recherche là-bas, on ne fait pas vraiment, on ne vend pas quelque chose directement. Parce que sinon, le but principal, c'est vous êtes poussé par une ambition. Voilà. Maintenant, comment vous arrivez au design paramétrique? Très simplement. Voilà, au design paramétrique, je suis arrivé parce que je me dis, ce genre de design-là, j'aimerais le reproduire aussi en Afrique. Voilà, je vais le faire en Afrique parce que en fait, même en Europe, c'est difficile à en trouver. En fait, en Europe, ça ne se fabrique pas comme ça. En fait. Il n'y a pas, en Allemagne, il n'y a pas d'usine qui fabrique ce genre de design, ce genre de meubles-là. Et c'est quelques particuliers qui font ça. Et donc vous avez été fasciné par tout ce qui est produit. Tout ce qui peut changer le quotidien des Ivoiriens et des Africains, généralement, je suis pour. Voilà. Et je suis venu avec plusieurs projets et ça, c'est le premier. D'accord. Alors, une fois que vous êtes tombé sous fascination du fruit ou des fruits de l'industrie du design paramétrique, vous avez besoin d'apprendre. Alors, comment est-ce que vous allez dans une école spécialisée pour ce faire? Déjà, donc ça, j'apprends moi-même. Comme je dis, voilà, je me suis formé sur avoir une très bonne base. Quand je m'élève, avec quels moyens? Avec les livres. Avec les livres, tu as Internet, tu lis un peu. C'est plusieurs informations que tu collectes et puis voilà, avec ça, voilà, Mais pour vous qui vous y connaissez de façon très pratique, c'est quoi votre définition du design paramétrique? Un design paramétrique, c'est un design, comme on le dit, paramétré. C'est un design qui est paramétré, c'est-à-dire quand en fait, ça décrit la relation des éléments dans un modèle, en fait. C'est-à-dire quand tu changes, par exemple, les paramètres, tu peux faire des designs très complexes en changeant des paramètres, en fait. Donc, c'est... Ok, une question de Jessica Bamba. Alors, pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, en gros, on a des techniques traditionnelles, donc des techniques qui permettent d'avoir des formes habituelles, rondes, carrées, et tout ça, donc des formes basiques. Et avec le design paramétrique, on va avoir non seulement des textures qui sont particulières, mais aussi des designs particuliers. Voilà. Comme ce qu'on a vu avec des histoires de vagues et tout ça. Voilà. En fait, la créativité n'a plus de limite. En fait. C'est ça. Tu peux t'imaginer n'importe quoi et tu... Voilà, c'est... Ok. On peut même aller plus loin. Si je dis par exemple, si je veux faire une table par exemple en forme de lui sa tête par exemple, je scanne et c'est faisable avec. On peut avoir une table qui. Voilà. Ça sera une belle table. Franchement, j'avoue. J'avoue. C'est à vous d'apprécier. Je sais qu'avec le design paramétrique, on est dans des formes beaucoup plus complexes. Bon, je n'ai pas une tête très complexe, mais des connaissances complexes, oui, par moment, oui. Alors, quels sont les outils que vous utilisez? Quelles sont les méthodes? Quelles sont les techniques? Et quels sont vos moyens également dans cet univers-là? Bon, comme je disais tantôt, quand comment dirais-je, dans le centre de recherche, à partir du centre de recherche, j'aimerais créer plusieurs entreprises. Dont la première du design paramétrique. Je comprends que vous êtes très absorbé par l'ambition du centre de recherche. Mais déjà, dans un premier temps, permettez-moi de vous poser la question, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect. Dites-nous, quels sont les outils qu'on utilise quand on fonctionne dans le domaine du design paramétrique? Est-ce qu'on utilise un ordinateur? Je ne sais pas. Quelles sont vos techniques? Quels sont vos moyens? Tu as besoin d'ordinateur, tu utilises des logiciels qu'on appelle communément les CAD, Computer Aided Design.
C'est ce qu'on utilise pour faire les designs et autres. Et après, tu as CAM. C'est quoi Computer Aided Machine, c'est la simulation de la fabrication. Parce que quand tu finis, il faut simuler ça pour voir si tout est... Maintenant, après... Ce sont des logiciels de simulation. Voilà, il faut simuler, il faut quand même donner... En fait, il y a plein de trucs à donner au fait pour que... En fonction de ce que tu veux découper, du bois, de l'acier, de l'aluminium, il y a des paramètres. En fait, puis après, tu fais la simulation pour voir que voilà, c'est tout... Donc, vous commencez par concevoir les formes que vous voulez. Tu fais le design. Ensuite, vous faites une simulation. La simulation, ça consiste à faire quoi? Faire bouger l'objet sous plusieurs angles Bon, disons... Bon, prenons cet exemple-là, par exemple. Quand quand le design est fini, tu as fini sur le truc, dans le logiciel CAD, après, il faut voir... C'est un dessin. Maintenant, il faut la fabriquer, il faut envoyer à la machine. Donc, ce qu'il vous fait, on fait en fait une simulation, c'est-à-dire, je sais que c'est du bois, il y a des paramètres spécifiques pour le bois, je le mets et tout. Et après... La simulation, en fait, ça montre au fait sur l'ordinateur, un peu en animation, un peu animation et tout. Et ça montre le découpage du truc, mais seulement sur l'ordinateur. Et quand tu es sûr maintenant que ça fonctionne, que tout est bon, là maintenant tu envoies ça maintenant sur un autre logiciel qui maintenant dirige la machine. Et là tu déposes le contreplaqué et ça te fait. Mais donc c'est facile à faire alors. C'est compliqué. Et là on est dans du 3D. Jean-Michel, la simulation ressemble un peu à une sorte de test. À un test pour voir si ce qu'on a conçu peut se réaliser dans les bonnes conditions. Ok. Alors, quelle différence y a-t-il entre le design standard et le design paramétrique? Bon, le design standard, c'est le design qu'on connaît tous ici, que les menuisiers font ici en général, mais qui prend beaucoup de temps. Le design, ça, c'est standard, par exemple. Le standard, c'est... C'est non plateau là qui est standard là. Non, comparé à paramétrique, en fait, d'accord. Mais seulement que les trucs sont standards, se fabriquent très rapidement avec cette machine-là, en fait. Donc, en fait, c'est la partie même la plus intéressante parce qu'il y aura des meubles standards pour vraiment vulgariser ça, pour vendre ça, en fait, ici en Côte d'Ivoire et en Afrique, mais qui sont quand même vraiment jolis à voir, en fait. Et là, c'est des formes simples, il y a des photos ici et tout. Donc, maintenant, avec le paramétrique, on est dans des formes qui sont beaucoup plus très complexes. En fait. Là, il n'y a pas vraiment de limite en tant que tel. Sinon, les formes, il y a des photos qui montrent que c'est beaucoup plus facile de comprendre. En fait, c'est tout ce qu'on voit quand on sort, ce qui nous entoure, en fait. Mais ça, en fait, la particularité, c'est qu'en fait, ça se fabrique très rapidement avec ce genre de machines. C'est là où les menuisiers prennent 2 semaines, je ne sais pas quoi, toi, tu peux faire ça peut-être en une journée. D'accord. Alors, avec le design paramétrique, parlons des coûts. Est-ce que les coûts de production sont plus, comparés au design standard, est-ce que les coûts de production sont plus élevés? Est-ce que le coût final du produit également explose, monte en flèche, ou on est dans quelque chose de beaucoup plus économique? Bon, le design paramétrique, c'est coûteux. Là, il ne faut pas que je ne vais pas mentir, mais... C'est la raison pour laquelle je parle de standard. C'est ce qu'on verra ici beaucoup en Côte d'Ivoire et tout. Et bien les designs paramétriques, parce plus que bon, plus ça coûte. Voilà, en fait, plus c'est complexe, plus le prix augmente. Mais il faut se positionner au niveau mondial, en fait. Donc, ce que je fais, le design paramétrique, ces designs seront beaucoup exportés. Il y en aura en Côte d'Ivoire ici, pour ceux qui seront beaucoup exportés. Et les designs standards seront beaucoup plus ici en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Voici un produit et des services aussi qui s'exportent très bien. Découvrez-les dans la petite pause publicitaire. On revient en direct, toujours sur RTI 1. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous met en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Merci de nous suivre, on souhaite une excellente journée. Nous sommes de retour en plateau pour l'émission C'est Midi sur RTI 1. Il partage avec nous son expérience, tous ses savoirs et surtout son ambition de créer la première industrie de design paramétrique en Afrique. Jean-Claude Gouanou, avant la pub, Jessica avait une question en préparation pour vous. Oui, alors c'est vrai qu'on a parlé de cette différence entre le système standard et le système paramétrique. On a parlé de cette histoire de design un peu plus approfondie, un peu plus recherchée. Est-ce que c'est la seule différence? Parce que je trouve que les formes sont assez complexes. Donc, au niveau de l'assemblage, comment ça se passe? Parce que dans les meubles, par exemple ici, je vois qu'il y a des pointes. Est-ce que c'est la même chose de l'autre côté? Oui, mais
Avec les designs paramétriques, en fait, c'est plus... on assemble sans pointe et sans vis, en général. Comme on travaille avec des machines très précises, c'est des machines très précises, qui ont une précision de jusqu'à 0,01 mm, je ne sais pas si ça... Donc, on peut découper les pièces de sorte que quand on les rassemble, c'est facile à rassembler, mais après, pour détacher, c'est vraiment difficile. Donc, quand on a plusieurs, tu mets ensemble, c'est presque impossible. Et puis, c'est léger, c'est beaucoup plus stable. Alors, vous parlez de ces machines-là. Je crois que vous aussi, vous avez fabriqué une machine. Oui, exactement. Pour vous aider dans la tâche. Ça s'appelle en fraisier. C'est bien ça? En fraisier. Fraiseuse numérique. Pardon? Une fraiseuse numérique. Une fraiseuse numérique. Ouais. Donc, autant pour moi. En fait, ça explique un peu parce qu'en Côte d'Ivoire, je veux procéder de cette manière. C'est-à-dire, quand je veux créer une entreprise, je crée toutes les machines essentielles, coûteuses, moi-même, ici sur place, avec les Ivoiriens, avec les Africains. Donc, comme je vais avoir besoin de cette machine-là pour ce projet, pour cette usine en question, donc je les fabrique moi-même. Il y a le processus de fabrication que vous pouvez déjà montrer. Donc, je fabrique la machine moi-même, adaptée à l'Afrique, disons, et adaptée spécialement en fait pour le domaine. Ce sont des pièces détachées que vous montez, vous assemblez pour avoir la machine, la fraiseuse numérique? Oui, forcément, il faut acheter des pièces, il faut fabriquer des pièces, En fait, il y a plein de... Vous pouvez déjà montrer l'image et puis là, je peux montrer, je peux expliquer en détail en fait. La machine que vous fabriquez, on va dire ça comme ça, ce n'est pas une invention, ce n'est pas vous qui l'avez inventée. Non, je ne l'ai pas inventé. Ok. D'accord. Alors, dans l'industrie du design paramétrique, il y a le plan, il y a la conception, il y a l'assemblage et tout ça. Quel est votre niveau d'expertise? Vous êtes au niveau de la conception, de l'assemblage, de la fabrication? Je fais tout. Du découpage, parce qu'il y a aussi du découpage. Je fais tout. Comme je disais tantôt, je me suis formé de sorte à revenir au pays. Et maintenant, sur place, avec la jeunesse ivoirienne, avec les jeunes, là on voit un peu, maintenant je les apprends. Et on travaille, c'est pour travailler en équipe, c'est pas pour travailler seul tout le temps. J'étais obligé de faire comme ça et maintenant, j'espère que ça va fonctionner autrement. D'accord. Ouais, on a d'autres questions pour vous et des réactions également que nous allons récupérer avec Paulus Agathon. Une question sur la page Facebook C'est Midi et une question personnelle. Sur la page Facebook, nous avons Zongrana Patrice qui dit: quelle est votre motivation en parlant de ce projet sur C'est Midi? Est-ce une recherche de financement ou une interpellation à une prise de conscience? La question personnelle, aujourd'hui, on sait que les Africains, enfin les clients sont très friands de nouvelles choses, mais en matière de ressources humaines, les Africains sont très réticents en matière de nouvelles choses. Est-ce que ça ne va pas quelque part tuer certains emplois? Alors la première question c'était qu'est-ce qui vous pousse à vouloir, à venir parler de votre ambition sur le plateau de C'est Midi? Vous êtes en quête de financement, vous voulez simplement attirer l'attention sur une discipline peu exploitée dans notre pays? C'est quoi au fond votre c'est une très belle question. Ouais, c'est une très belle question. Je viens de l'Europe, de l'Allemagne. Et je vois au fait... Vous avez vécu 14 ans. 14 ans en Allemagne. Presque la moitié de votre vie. Voilà. Et quand tu es là-bas, quand on parle de l'Afrique, en général, c'est pas vraiment positif. Et quand tu vois aussi ce fléau-là, où les gens traversent la mer et tout, qui meurent dans l'eau, alors qu'ils pensent que là-bas, c'est le paradis et tout, quand tu vois ça quand même... Parce que, comme je disais, c'est un truc que j'ai commencé depuis très longtemps. Et quand je vois ça, c'est un truc qui progressivement augmentait. En fait, tu vois que le flot augmentait. Donc, ça me motive encore plus. Voilà. Et pour, au fait, montrer à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine, qu'on peut. On peut le faire. Voilà, on peut. Comme vous l'avez fait, vous êtes resté sur place, vous avez appris par curiosité, vous avez pris des connaissances. Et aujourd'hui, vous êtes capable maintenant de produire des machines, de produire un travail aussi génial. Donc c'est votre façon à vous de dire aux Africains, oui c'est possible, on est capable, étant sur place, apprendre et changer notre univers. Voilà, au lieu d'essayer d'aller ailleurs et risquer sa vie et tout. Alors concernant les réticences, la question de Paulus, réticence parce qu'on se dit si vous créez une entreprise comme ça peut détruire d'autres emplois, ça va faire une concurrence à un marché existant. Bon, cette peur elle existe depuis toujours, mais ça ne doit pas freiner le développement. Parce que pour moi, je dis qu'en fait, pour le développement, pour qu'un pays émerge, pour qu'un pays se développe, il y a 2 points essentiels pour moi. C'est l'organisation, c'est-à-dire la politique et tout, il faut que le pays soit bien organisé, et la technologie. C'est ces 2 points essentiels. Et c'est ce qui manque en Afrique, ici en Côte d'Ivoire aussi, parce que les gens investissent plus dans l'agriculture, et j'en passe. Mais à votre avis, pas beaucoup dans la technologie? Pas du tout.
Parce qu'ici, on parle de globalisation, il faut se placer au niveau international, pas seulement faire des trucs bricolés, des trucs qui restent ici, et puis bon, ça va, il faut que ça sorte des frontières. C'est quand tu fais que je faut être fier et puis voilà, présenter ça à l'extérieur. Excusez-moi, c'est mon frère Yacouba, tout à l'heure je l'ai dit. Au fait, moi je vous soutiens dans ce que vous êtes. Mais la question qu'on vous a posée tout à l'heure, vous n'avez pas répondu à la question. Non, vous venez là, vous avez besoin de moyens. Lui là, il est à la Dia, il peut vous donner terrain à Jacquesville. Si c'est pour construire les trucs. Donc, il faut. Nous aller d'abord, quand il va te dire, c'est qu'il faut aller droit au but. Tout ce qui. Ouais, je comprends, je comprends. Voilà. Tout ce qui peut promouvoir, tout ce qui peut m'aider dans ce. Tout ce qui. Alors, je sais que votre projet, c'est de pouvoir créer la première usine de design paramétrique. Parce que vous avez dit, vous qui vivez en Allemagne, où on est quand même dans un pays ultra développé, ça n'existe pas. Oui. Vous avez dit qu'il n'y a aucune usine de design paramétrique au monde. Ça, j'avais affirmé, oui. D'accord. Donc, supposons que ce soit juste. Et vous voulez faire la première usine ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui est viable? Parce qu'en Europe, où ils sont, on va dire, friands, un peu plus avancés que nous sur ce design-là, ils n'en ont pas. Donc pourquoi est-ce que vous pensez qu'il n'y a aucune usine qui existe? Et pourquoi vous pensez que ce sera possible d'en implanter une ici? Bon, ceux qui font ça en général, c'est les ébénistes. Et quand ils font leur formation, ils n'apprennent pas, ils n'utilisent pas ce genre de machine-là. Parce que c'est une machine qui est très complexe. Donc déjà, il y a un manque truc sur le plan, disons, c'est difficile. Par exemple, moi, le mari de ma mère est ébéniste, par exemple. Il n'a pas suivi cette formation. Déjà, et c'est des machines qui sont très compliquées. Pour l'utilisation, est très compliquée. Et la fabrication aussi, c'est des machines qui sont très coûteuses. Moi, dans mon cas, c'est un peu particulier. Je fabrique la machine moi-même. Donc, ça me revient beaucoup plus moins cher que les autres. Voilà, je fabrique donc, ça me revient beaucoup plus moins cher. En fonction des demandes, si la demande est forte, je peux fabriquer plus de machines. Je n'ai pas la même difficulté que les autres. Je ne sais pas si vous me suivez. Je comprends. Alors, pour monter votre entreprise, cette première entreprise dont vous rêvez, vous aurez besoin de combien de machines? Et il y a un autre problème aussi qui se pose, c'est le problème des ressources humaines. Parce que vous allez devoir travailler avec des jeunes Ivoiriens et autres. Et il faut transmettre le savoir, il faut les former, ça a un coût. Bon, déjà, fabriquer la première machine industrielle sur place ici, vraiment adaptée pour faire les designs paramétriques, pour faire des designs en bois très rapidement, à temps record. Et c'est ces machines-là maintenant qui vont, qu'après, ils vont fabriquer plus pour l'usine. Donc, ce que je vais faire... Et sur le plan des ressources humaines? Voilà, donc je vais travailler avec les Ivoiriens ici. Vous allez former? Voilà, je suis venu travailler avec les Ivoiriens, les Africains en général. Au fait, c'est ça l'objectif. Vous avez besoin de quelles compétences, de quel savoir-faire? Ça dépend des domaines, parce qu'il y a plusieurs domaines. Mais pour utiliser la machine, il faut quand même avoir une bonne base mathématique, disons. Comprendre un peu les vecteurs, ce genre de trucs. En informatique aussi. Attends, excuse-moi. Il dit en mathématiques et j'entends... Est-ce que vous voulez dire qu'ici, il n'y a personne qui maîtrise les mathématiques, les gars? Arrêtez ça. Ils n'aiment pas les vecteurs. Alors, mais là, c'est un peu différent parce que quand tu sais pourquoi tu le fais, je crois que tu apprends beaucoup plus rapidement parce que tu vois directement le rapport. En fait. Alors, pour un projet pareil, vous avez un budget déjà défini? Pour l'usine, oui. Parce que pour débuter, c'est au minimum, quand on parle d'usine, on parle au minimum 50 machines. Et je connais le coût des machines. Bon, combien ça va me coûter? Donc l'estimation? Là, je ne peux pas le dire. D'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est un projet qui respecte l'environnement? Le design paramétrique? Je dirais oui. Ça dépend d'où la provenance du bois, en fait, utilisé. Mais sinon, à part ça, ça va. Vous nous rassurez. Donc, mais à long terme, je veux éviter d'utiliser le bois, en fait. Quand le centre de recherche sera prêt, on va faire des recherches sur des matières similaires au bois, qui sont stables. Et voilà, éviter d'utiliser, pour éviter, au fait, à long terme, disons. Mais au début, on va utiliser le bois. D'accord. Venant de la Côte d'Ivoire, en fait. On est en train de reboiser, donc vous n'allez pas compliquer les choses. C'est sûr. Merci beaucoup. Allez, on va tout de suite maintenant nous adresser à notre doyen qui vous a suivi et qui est sur ses fiches. Je crois qu'il a pris pas mal de notes et qui va vous dire ce qu'il en pense maintenant. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. C'est déjà une bonne chose, ce projet me paraît opportun. Il me paraît opportun, mais il va falloir l'étudier parce que le milieu où vous voulez l'implanter
n'est pas du tout semblable au milieu où vous l'avez attrapé. Vous me comprenez? C'est bien, l'opportunité pour moi est avérée. Le marché aussi, pour avoir un marché, ça peut même s'exporter, ce genre de meubles. La concurrence, vous pouvez tenir la concurrence. Faire la prévision de vos recettes et faire l'étude économique. Tout ça, ça peut passer. L'étude financière et tout, ça marche. Mais il y a un aspect sur lequel je voudrais attirer votre attention. Il ne faudra pas négliger l'étude de sensibilité. Parce que vous allez vous implanter dans un milieu qui est très sensible. Il faudra tenir en compte toutes les perturbations possibles qui sont susceptibles de compromettre le projet. Sinon, le projet en lui-même, il me paraît opportun, il me paraît rentable. Le marché est large, vaste, mais attention à la sensibilité du projet. Voilà. Il faudra tenir beaucoup compte de cela. C'est le petit conseil que moi je peux vous donner. Voilà, merci beaucoup. Non, c'est de très bons conseils. Quand le doyen parle de sensibilité, c'est un territoire. Ici, là, il y a des bois qu'on ne coupe pas. Il y a des bois, quand tu coupes, c'est le sang qui coule dedans. C'est de ça qu'il veut parler. Et voilà. Jean-Claude Gouanou, merci beaucoup. Une très belle ambition qui va créer de l'emploi et surtout apporter une valeur ajoutée à l'industrie du design dans notre pays et par-delà sur le continent. On vous souhaite donc énormément de succès et merci d'être passé nous voir. Très très bonne année 2020 à vous. Merci. Et bon vent avec toutes ces